Bonjour, je suis Adélaïde Boé-Sanchez, masseur kinésithérapeute et je vous présente ce mémoire dans le cadre du DU Vertige et rééducation vestibulaire portant sur l'intérêt et les limites du VHIT comme outil d'orientation, d'individualisation et de suivi de la rééducation vestibulaire sous la direction du professeur François Simon. De nos jours, le Video Head Impulse Test, ou VHIT, occupe une place centrale au sein de l'exploration vestibulaire. Cet outil, rapide et non invasif, permet d'évaluer le réflexe vestibulo-oculaire ou VOR à haute fréquence. Il est largement utilisé en pratique clinique, notamment pour le diagnostic des atteintes vestibulaires, mais aussi de plus en plus fréquemment dans le suivi des patients en rééducation vestibulaire. Cependant, si son intérêt diagnostique est bien établi, son utilisation par le kinésithérapeute dans une démarche d'orientation, d'individualisation et de suivi de la rééducation soulève encore des interrogations. De ce fait, nous pouvons alors nous demander dans quelle mesure le VHIT peut-il être utilisé pour orienter et adapter la rééducation vestibulaire et quelles en sont ses limites. L'objectif de ce travail est donc de faire une mise au point à travers la littérature récente sur les apports du VHIT pour le rééducateur en termes d'aide à la décision, mais aussi sur ses limites, afin d'en proposer une utilisation raisonnée lors du déroulement de la rééducation vestibulaire. Concernant les performances diagnostiques et son intérêt fonctionnel, le VHIT permet d'évaluer le fonctionnement du réflexe vestibulo-oculaire à haute fréquence, environ 5 Hz, ce qui constitue un avantage par rapport à d'autres tests. Le principal paramètre mesuré est le gain du VOR, c'est-à-dire le rapport entre la vitesse du mouvement oculaire et des mouvements céphaliques. Un gain diminué traduit une hypofonction vestibulaire. Le test permet également d'observer des saccades de rattrapage qui peuvent être autant overt, visibles après le mouvement de la tête, ou bien covert, qui surviennent au cours du mouvement et donc sont invisibles à l'œil nu. Ces saccades témoignent de mécanismes de compensation. Cependant, il est important de souligner que le VHT explore uniquement les hautes fréquences, ce qui ne reflète pas la globalité des situations rencontrées dans la vie quotidienne du patient, qui sollicite également les basses et les moyennes fréquences dans son quotidien. Ainsi, certaines atteintes vestibulaires peuvent passer inaperçues au VHIT, mais peuvent être mises en évidence par d'autres examens, comme par exemple les épreuves caloriques ou bien les potentiels évoqués autolytiques myogéniques. Par ailleurs, plusieurs études montrent que l'amélioration du gain du VOR n'est pas systématiquement corrélée à l'amélioration clinique du patient. Cela suggère que la compensation vestibulaire repose sur des mécanismes centraux complexes au-delà de la simple restauration du gain. Enfin, il est essentiel de prendre en compte dans l'interprétation clinique le ressenti fonctionnel et symptomatique du patient, qui reste un indicateur clé de l'efficacité ou non de la rééducation. Malgré ses nombreux atouts, le VHT présente également plusieurs limites. Tout d'abord, des facteurs techniques qui peuvent altérer les résultats, le mauvais positionnement des lunettes, le calibrage insuffisant ou bien le glissement du matériel durant le test. Ensuite, il existe des biais liés à l'opérateur, une variabilité dans la réalisation des impulsions au niveau de la vitesse, de l'amplitude, ainsi que des directions.
et également la difficulté à reproduire des mouvements standardisés. La coopération du patient est également essentielle. Un manque de fixation ou une mauvaise compréhension des consignes peuvent fausser les résultats. On observe de même une variabilité entre les appareils, notamment concernant les algorithmes de calcul de gain, ce qui limite la comparabilité des mesures dans le temps ou bien entre les différents centres. Enfin, l'interprétation des données peut être complexe. Se focaliser uniquement sur le gain du VOR est insuffisant. Il est indispensable d'analyser également les saccades de rattrapage qui apportent des informations essentielles sur la compensation. Tout en gardant à l'esprit que chez un patient en cours de rééducation, ces saccades peuvent traduire un mécanisme de compensation efficace ayant pour but une stabilisation fonctionnelle du regard. Pour le rééducateur, cela ajoute une limite importante. La persistance de saccades n'est pas nécessairement corrélée à un handicap fonctionnel, tout comme leur disparition n'est pas indispensable pour obtenir un bon résultat clinique. Le risque est donc de surinterpréter des données instrumentales au détriment de l'évaluation fonctionnelle. Ainsi, une variation du gain entre deux examens ne peut pas être interprétée de manière isolée comme un marqueur d'amélioration ou bien de dégradation. Cela souligne l'importance de ne pas se fier uniquement au VHT quand il s'agit d'interpréter l'évolution du patient au cours de sa rééducation. En effet, l'amélioration clinique du patient repose souvent davantage sur des mécanismes de substitution et de compensation que sur une normalisation du gain. Encore une fois, il est fondamental de rappeler que le VHT ne doit jamais être interprété indépendamment. Il doit être intégré à un bilan clinique global comprenant une anamnèse, les tests fonctionnels, l'observation clinique, le ressenti du patient et éventuellement d'autres examens complémentaires si nécessaire. Concernant les rôles du VHT au cours de la rééducation vestibulaire, il peut constituer un outil d'aide au diagnostic initial en permettant d'identifier rapidement un ou plusieurs canaux semi-circulaires déficitaires. Cela peut orienter le kinésithérapeute dans le choix des exercices, notamment en ciblant les axes de simulation vestibulaire. Dans le cadre du suivi, le VHT peut apporter des éléments objectifs d'évolution. Néanmoins, encore une fois, le gain du VOR ne peut pas être le seul critère d'évaluation. Le VHT devient alors un outil complémentaire, utile pour affiner la prise en charge, mais non suffisant à lui seul pour guider les décisions thérapeutiques. Par exemple, il est fréquemment souligné dans les articles la discordance entre un VHT normal et une hyporéflexie calorique. Cela s'explique par la différence des fréquences explorées, simplement. Il est possible qu'une atteinte vestibulaire prédomine sur les basses fréquences. De ce fait, cela ajoute un argument supplémentaire pour affirmer que le VHT ne doit jamais être interprété seul. Il apporte une information instrumentale, utile, mais partielle. Il ne tient pas compte du handicap ressenti, de l'adaptation fonctionnelle du patient, ni de la mise en place de compensation dans la vie quotidienne, ce qui sont des critères primordiaux pour l'orientation de la rééducation. Le risque principal est de confondre normalisation instrumentale et rééducation fonctionnelle. Ici, je vous présente un schéma qui permet de synthétiser les atouts et les faiblesses de l'appareil. Chez le rééducateur vestibulaire, le VHT peut avoir un intérêt tout d'abord pour comprendre le profil vestibulaire initial, identifier le ou les canaux déficitaires pour orienter certains choix de rééducation, notamment la stabilisation du regard à haute fréquence. En revanche, il ne doit pas être utilisé comme un critère unique d'indication de rééducation et de progression, un marqueur fiable
de récupération fonctionnelle, ni un critère de normalisation pour une fin de prise en charge. Les évaluations cliniques, fonctionnelles et subjectives du patient doivent rester centrales. En conclusion, le VHIT est un outil très intéressant pour le kinésithérapeute dans le cadre de la rééducation vestibulaire, à condition de rester conscient de ses limites, autant au niveau technique, méthodologique, ou bien concernant son champ d'exploration restreint. Il permet une évaluation rapide et spécifique du VOR à haute fréquence, de manière non invasive, et peut contribuer à orienter la prise en charge. Ainsi, son utilisation doit rester critique et intégrée dans une démarche clinique globale pour laquelle il représente un vrai atout. Le diagnostic fonctionnel et le ressenti du patient doivent toujours rester au cœur de la prise en charge. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec la bibliographie. Merci beaucoup.